Il y a un paradoxe assez fascinant en thérapie. Ce qu'un patient réclame en franchissant la porte est en fait rarement ce dont il a vraiment besoin. Bienvenue dans ce décryptage de la méthode Integria du docteur Sandrine de Montsabert. Aujourd'hui, on explore ce fameux décalage entre la plainte de surface et la vraie souffrance qui se cache juste en dessous. Cette citation du docteur de Montsabert tape vraiment dans le mille. Un patient qui vient pour des crises d'angoisse vient souvent pour toute autre chose. Si on se contente de traiter uniquement le motif conscient, c'est un peu comme mettre un coup de peinture sur un mur fissuré sans jamais regarder les fondations. Le vrai boulot, c'est de trouver la bonne porte. Au programme de cette analyse, on va d'abord séparer les deux niveaux de la demande. Ensuite, on verra les outils cliniques pour l'identifier, on fera le lien avec la boucle significante, on parlera du bon timing pour intervenir, et enfin, on abordera la gestion de la fameuse demande impossible. Allez, on attaque tout de suite avec la première partie, les deux niveaux de la demande, avec cette distinction majeure faite par le thérapeute Robert Neuberger. Le contraste est vraiment frappant. D'un côté, on a la demande explicite. C'est conscient, c'est le symptôme tel qu'il est formulé. Par exemple, « je veux apprendre à gérer ma colère ». Et de l'autre, on a la demande implicite. Ça, c'est inconscient, c'est le besoin profond. Dans notre exemple, ça deviendrait « est-ce que j'ai fondamentalement le droit d'être en colère ?» Et ce besoin-là reste souvent sous le radar parce qu'il fait peur ou qu'il est juste trop confus pour être dit à voix haute. Alors, pourquoi c'est si important de faire la différence? Parce que leur lien est direct. L'explicite, c'est le voyant rouge qui clignote sur le tableau de bord. C'est littéralement le symptôme de l'implicite. Traiter uniquement le voyant, ça éteint l'alarme 5 minutes, mais le moteur va quand même lâcher. Il faut vraiment ouvrir le capot pour voir quel besoin fondamental n'est pas nourri. Ce qui nous amène à la section 2, les outils cliniques d'identification. Concrètement, comment on fait pour faire émerger ce fameux non-dit? La méthode Integria utilise une question d'investigation redoutable. Quand, où, comment, avec qui n'êtes-vous pas la personne que vous voudriez être? Ce qui est génial ici, c'est qu'on esquive complètement la plainte de surface, pour aller taper direct dans l'idéal du moi. On va vraiment chercher où ça coince à l'intérieur. Ensuite, on a ce qu'on appelle la cascade descendante. Pensez à des poupées russes. Étape 1, on identifie le premier besoin qui est nommé. Étape 2, on demande quel besoin encore plus profond serait apaisé si ce premier était nourri. Et on descend comme ça, couche après couche. L'idée, c'est de creuser inlassablement jusqu'à tomber sur la vraie racine de la souffrance. Et puis, il y a cette question magique de Neuburger, pour recadrer les choses. Si dans un an, vous venez me dire que ça a changé, qu'est-ce qui aura changé que je ne verrai pas de l'extérieur, mais que vous sentirez de l'intérieur? Le regard quitte instantanément le symptôme observable pour se focaliser à 100% sur le ressenti subjectif profond. Passons à la section 3, le lien avec la boucle significante. C'est exactement là que la demande implicite percute la carte du monde du sujet. Prenons un exemple concret pour bien visualiser. Si la demande explicite, c'est « je veux qu'on arrête de me critiquer », la demande implicite, juste en dessous, c'est souvent « j'ai le droit à l'imperfection ». Et si on tire le fil jusqu'à la boucle significante, la fameuse carte du monde, on tombe sur une programmation inconsciente terrible comme « je dois être parfait pour mériter d'exister ou d'être aimé ». Tout c'est clair, non? Pour résumer ça simplement, la demande implicite, c'est l'expression dans le langage de tous les jours de ce que le protocole appelle la sensation interne désirée et de la carte du monde. C'est ni plus ni moins que notre boussole thérapeutique. Sans ça, on navigue complètement à l'aveugle. On arrive à la section 4, la temporalité de la demande. Trouver l'implicite, c'est bien, mais savoir quand l'utiliser, c'est encore mieux. Il y a un vrai timing à respecter, une sorte de chorégraphie clinique. Lors des premières séances d'investigation, on écoute l'implicite en silence. En phase intermédiaire 1, celle de neutralisation, on commence à le pointer doucement avec la cascade. En phase 2, l'émergence, on pose enfin le mot juste, le signifiant maître. Et en phase finale, l'actualisation, la fameuse sensation interne désirée, est pleinement incarnée. Et la forme pour amener ça est hyper importante. Ça dit quelque chose comme « j'entends que vous voulez telle chose » et j'entends peut-être quelque chose en dessous comme ceci. Est-ce que ça vous parle? Le « est-ce que ça vous parle » est capital. Il faut toujours rester ouvert. Si on affirme les choses de façon péremptoire, on risque juste de braquer la personne et de tout bloquer. Enfin, section 5, la gestion de la demande impossible. Sans doute la limite psychologique la plus vertigineuse quand on accompagne quelqu'un. C'est un concept fascinant de Neuberger. Parfois, la demande impossible, c'est quand le besoin profond exige de changer un passé révolu ou réclame un amour inconditionnel absolu. Soyons très clairs, ni le thérapeute, ni personne ne peut offrir ça. Et c'est précisément là que s'enracinent les souffrances les plus chroniques. Du coup, l'objectif n'est surtout pas d'essayer de satisfaire cette demande. La vraie victoire, c'est d'accompagner le sujet pour qu'il reconnaisse cette impossibilité. C'est un deuil, bien sûr, mais un deuil profondément libérateur, qui permet de construire de nouvelles stratégies pour s'accomplir, ici et maintenant. On va se quitter sur cette réflexion.
Si la demande explicite est toujours factuellement vraie, elle n'est presque jamais la vérité la plus profonde. Alors, imaginez un peu combien d'errances et de rechutes on pourrait éviter simplement en prenant le temps d'écouter patiemment ce qui n'est pas dit. Well, hello there, I'm Gemini. That battery can last up to 24 hours even with the always-on display turned on. It's pretty cool.